Donc je suis Catherine Veil, je suis normalienne et j'ai commencé ma carrière dans la recherche. Et en 2012, je me suis engagée pour aller enseigner en éducation prioritaire en maths parce que je me suis rendu compte des problèmes dans ces collèges. En 2019, j'enseignais au lycée professionnel Louis Armand à Paris où j'ai été agressée en classe et dans une autre vidéo, j'ai déjà détaillé le contexte de mon agression et mon action en faute inexcusable contre le rectorat de Paris. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais montrer les échecs de nos institutions éducation nationale et justice en ce qui concerne la violence scolaire, montrer les conséquences de ces échecs et proposer une nouvelle politique. Et ce que j'aimerais, c'est vous donner une vision de l'évolution de la violence scolaire. Elle est ancienne. Déjà, en 2005, une professeure, Karen Montetoutin, avait été agressée de 7 coups de couteau. Elle avait prévenu sa hiérarchie qu'elle était menacée. Elle n'a pas été entendue. Et donc, elle a été agressée. Et l'État a été condamné dans cette affaire parce que l'État doit protéger ses agents. Plus récemment, une commission a été ouverte au Sénat à la demande de Michaëlle Paty, la sœur du professeur assassiné. Et cette commission vient de publier un rapport dont les chiffres sont réellement alarmants. On s'est aperçu que les agresseurs dans les lycées professionnels étaient porteurs de machettes, carrément, et que les élèves lambda, eux, ils portaient des couteaux pour se défendre le cas échéant. Je ne pense pas que la politique du pas de vague soit réellement abandonnée. Dès 2018, c'est vrai, notre ministre Jean-Michel Blanquer avait donné des instructions dans ce sens, mais par exemple, moi, en 2019, j'ai alerté et j'ai pas été entendue, donc j'ai été agressée. Et ensuite, mon proviseur a entravé la reconnaissance de l'accident du travail, n'a pas fait les déclarations obligatoires en préfecture, et enfin, a produit un faux témoignage dans l'enquête pénale. Et je pense que les professeurs sont en droit de demander des comptes sur le passé, sur ces 4 décennies de politique du pas de vague. Beaucoup ont été agressés, ont dû quitter leurs établissements, ou même quitter l'éducation nationale. Et dans la tragique affaire de l'assassinat de Samuel Paty, la famille a entamé plusieurs procédures, et elle a tout à fait raison de le faire, parce que qui connaît bien ce milieu comprend tout de suite que dans le début de cette affaire, c'est toujours la politique du pas de vague, apaiser les parents et ne pas créer de troubles à l'ordre public, qui sont les 2 moteurs de la conduite de l'institution dans cette affaire au début. On pourrait croire que le pas de vague ne continue pas, puisqu'on a vu notre ministre Gabriel Attal se déplacer dans un collège des Yvelines quand une professeure avait été menacée récemment pour avoir montré un tableau du 17e avec des nus. Mais si on regarde bien, le proviseur du lycée Maurice Ravel, lui aussi menacé sur les réseaux pour avoir demandé à une jeune fille de retirer son voile, eh bien lui, l'administration a communiqué, le proviseur a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Mais c'était faux. Le rectorat l'a obligé à démissionner parce qu'il voulait un risque zéro. Et encore plus récemment, cette dernière semaine, dans 2 établissements, les professeurs qui faisaient face à des jours continus de bagarres à l'intérieur de l'établissement, l'un dans les Bouches-du-Rhône, l'autre du côté d'Orléans, ont fait valoir leur droit de retrait et ce droit leur est dénié, donc ils ne sont pas rémunérés pendant ces jours où ils n'ont pas fait cours. Le rapport « La communication de l'établissement scolaire » publié en 2022 précise qu'en cas de crise, le rectorat doit prendre la main pour éviter qu'un établissement ne soit piégé par les médias. Cette politique continue d'empêcher la remontée des problèmes et donc le débat public sur la réalité des violences en lycée professionnel. La priorité des rectorats demeure la protection de l'image de l'institution. Mon exemple illustre une situation typique. Comment un proviseur peut accuser un enseignant agressé de nuire à l'image de son lycée plutôt que de reconnaître les faits. Et le pas de vague ne vient pas toujours du chef d'établissement, certains sont formidables, il a plusieurs sources. Par exemple, moi je poste tous les jours sur différents sites Facebook toutes les agressions qui ont lieu. Et il y a des sites, étonnamment, de professeurs de lycée professionnels ou de contractuels qui refusent mes posts en disant « ça nous casse le moral ». Donc il y a une forme de déni de leur part. Il y a aussi les syndicats, le SNES, parce qu'ils ont peur d'atteinte à la réputation de l'établissement et donc à des fermetures de postes. Et puis les professeurs eux-mêmes qui ont peur des représailles de leur hiérarchie ou des élèves. Donc les sources du pas de vague sont multiples. Et vraiment, je pense que cette violence est une immense injustice sociale pour les élèves. Comment voulez-vous faire de bonnes études quand vous avez la boule au ventre pour aller en cours ou pour sortir du lycée ou même dans le lycée? Vous avez peur d'être racketté, tabassé. Pour les parents, moi, dans mon lycée, une maman avait témoigné. Elle m'avait dit « Mon fils a été roué de coups devant l'établissement et pour m'empêcher de porter plainte, les caïds sont venus devant mon commerce porte devant vous
pour m'intimider. Et enfin, pour les enseignants eux-mêmes, comment voulez-vous faire un cours quand vous aussi vous avez peur et les politiques doivent y mettre un terme en changeant la loi et en permettant une scolarisation à part des caïds qui sont notablement connus comme tels. Les causes sont multiples. Bon, il y a déjà l'extension de la scolarité obligatoire de 16 à 18 ans. La laïcité, et comme nous avons eu 2 affaires tragiques dans notre pays, il est normal que les médias en parlent beaucoup, mais c'est loin d'être la seule cause. En plus, les problèmes de laïcité, c'est très obscur, on en parle peu dans les établissements, les professeurs eux-mêmes s'autocensurent, mais un peu au doigt mouillé, parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Est-ce qu'un élève a une famille salafiste? Est-ce qu'un document de cours va être jugé blasphématoire et diffusé sur les réseaux? Non. La cause majeure, c'est les trafics en tout genre et le narcotrafic et les guerres de territoire. Ça a été bien documenté par le sociologue Thomas Sauvadet dans son livre Le Capital guerrier, par le journaliste Philippe Pujol dans son livre Les Cramés sur l'entrée des adolescents de Marseille dans les réseaux. Le commanditaire de mon agression, il aurait pu décider que ça se fasse dans la rue, mais non, il a voulu que ça se fasse dans la classe pour montrer que c'était son territoire, que c'était lui le boss à cet endroit-là, que c'était lui qui recrutait les guetteurs, les porteurs, les nourrices pour que ces adolescents rentrent à temps partiel dans son réseau où il a besoin de main-d'œuvre. Les politiques se saisissent mieux du problème dorénavant. En 2005, c'était risible. Gilles de Robien, ministre à l'époque, avait dit que le nouveau socle de connaissances communes en 3e allait résoudre les problèmes de violence. Alors, depuis, on a un peu progressé, mais enfin, ça reste très insuffisant. Moi, j'ai écrit à de très nombreux élus et députés, il y en a 2 qui m'ont reçu à l'Assemblée nationale et je les en remercie. J'ai même témoigné donc dans la commission sénatoriale dont j'ai déjà parlé, mais nous, les enseignants agressés, nos auditions, elles ne sont pas diffusées sur la chaîne publique Sénat, contrairement à celles des ministres, Pape Ndiaye, Jean-Michel Blanquer et Dupond-Moretti, qui eux disent que dorénavant tout va bien. La région Île-de-France, elle, qui est responsable des lycées professionnels dans Paris et en banlieue, elle a fermé ceux dans Paris, et maintenant, donc, cette violence, elle est reléguée uniquement en banlieue. Et enfin, notre ministre actuelle, Elisabeth Borne, vient de déclarer que dorénavant, les chefs d'établissement et les CPE auraient le droit de fouiller les sacs à dos des élèves. Tout ça est bien insuffisant. Et ce qu'il faut, c'est un changement législatif, que les enseignants aient le droit d'exclure des élèves, et pour une longue période s'il le faut, et que si c'est des élèves qui sont vraiment des terreurs dans l'établissement, qu'ils soient scolarisés à part, comme le font les Britanniques. Pourtant, historiquement, nos politiques ont cherché d'autres solutions. Comme j'ai dit, c'est un problème ancien, et en 2013, le ministère avait demandé à un cabinet de conseil en stratégie, le BCG, de se pencher sur cette question. Le BCG a produit un rapport et il a été clair. Il a expliqué qu'un décrocheur scolaire, et on en a 180 000 en France par an, il coûtait à la collectivité 230 000 € en plus qu'un élève lambda. Donc ça veut dire que pour chaque cohorte annuelle de décrocheurs, ça coûte 30 milliards à la collectivité, ce qui n'est jamais vraiment perçu. Donc les Britanniques, eux, qui l'ont compris, ils scolarisent à part les élèves qui terrorisent les établissements scolaires. Et la justice non plus ne traite pas ces affaires avec suffisamment de sérieux. Autrefois, donc avant 2018, c'était très difficile de porter plainte pour un enseignant dans un commissariat, et même il pouvait être dissuadé de le faire par son chef d'établissement. Mais en 2024, le proviseur de lycée Maurice Ravel dont j'ai déjà parlé, 3 prévenus ont comparu pour l'avoir harcelé sur les réseaux en le traitant il faut brûler ce chien de l'enfer, et les peines ont été ridicules. Pour l'un, 600 € d'amende et travaux d'intérêt général, pour l'autre, une relaxe, et un troisième, 10 mois avec sursis. Et comme a dit à juste titre l'avocat du proviseur, ces affaires auraient dû être regroupées pour pas donner l'impression que c'est de faits divers, mais de bien comprendre que c'était un fait sociétal. Et dans mon cas, l'agression a eu lieu en 2019, et c'est des affaires qui sont toujours pas terminées, ni au pôle social, ni au pénal. Et qu'un proviseur fasse un faux témoignage, comme dans mon affaire, ça devrait inquiéter la justice. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit se poser la question, est-ce que les proviseurs, comme d'autres fonctionnaires déjà, sont menacés par les narcotrafiquants? Mon proviseur a produit un faux témoignage lors de l'enquête pénale. Juste après l'attaque, il m'écrit « Vous avez à cœur les élèves de Louis Armand que vous avez pris en charge avec succès jusqu'à présent ». 2 ans plus tard, il déclare aux enquêteurs « Madame Veil était en difficulté avec ses élèves ». Or, le proviseur adjoint affirme l'inverse.
C'était une bonne professeure, elle faisait des prouesses. Enfin, interrogé sur les élèves que je soupçonne d'avoir commandité l'agression, le proviseur élude les faits. Nous avons vérifié leur emploi du temps sans pouvoir les impliquer. Il omet complètement que 2 caïds m'intimidaient depuis des mois, que je l'avais signalé sans qu'ils ne réagissent. Plutôt que de dire la vérité, il a cherché à me discréditer pour protéger l'établissement. Et les conséquences de cette violence non traitée, elles sont multiples. Bon, évidemment, on a des démissions d'enseignants, mais surtout, on n'a plus personne dans les concours de recrutement, où pourtant on a abaissé la barre d'admission jusqu'à 4 sur 20 dans ma discipline des maths. L'État recrute depuis un certain temps des contractuels via du job dating, et ça, on est en droit de s'interroger sur la qualité des enseignants recrutés de cette manière. Et puis enfin, ça va finir par coûter cher à l'État, parce que de plus en plus de parents se tournent vers la justice et obtiennent des indemnisations pour toutes les heures de cours qui n'ont pas été administrées à leurs enfants. Et bien sûr, je pense que cette violence scolaire a un impact sur le niveau, évidemment, quand il n'y a pas d'enseignant, on comprend facilement, mais pas seulement. Si l'enseignant, on l'oblige à garder en classe des perturbateurs, voire des délinquants, à un moment, il se dit, bon ben moi, je fais semblant de faire cours, c'est-à-dire pas de travail, pas d'exigence, pas de ponctualité, des bonnes notes, et donc les diplômes ne valent plus rien. Et on le voit au niveau PISA, où la France est l'avant-dernier pays au classement, juste avant le dernier qu'est l'Albanie. Et on se doute bien que l'impact, c'est pas simplement au niveau scolaire, mais au niveau sociétal. Si 2 caïds sont capables de faire décrocher la moitié d'une classe, on comprend bien que bientôt ce sera plus 180 000 décrocheurs annuels, ce sera beaucoup plus. Et donc le nombre d'adolescents qui seront impliqués dans les réseaux va ne faire qu'augmenter. Moi, j'avais dans mes classes de seconde des caïds de 18 ans qui venaient recruter des lycéens de 15 ans qui venaient d'entrer au lycée pour être porteurs, guetteurs. Et ça, on ne peut plus l'accepter. Si on continue comme ça, on aura des générations entières qu'on ne pourra plus jamais réintégrer dans la vie professionnelle. Ce que n'importe quel enseignant vous dira, c'est qu'un seul saboteur suffit pour empêcher une classe entière d'étudier, qu'il faut donc changer le code de l'éducation, nous laisser exclure les saboteurs de cours notoires, tout le monde les connaît dans un établissement et ils sont une petite minorité, une toute petite minorité, les scolariser à part. Si on laisse la situation continuer, laisser les enseignants ou des élèves être terrorisés dans ces établissements, bientôt, non seulement on recrutera de mauvais enseignants, mais nous n'aurons plus du tout d'enseignants dans les lycées professionnels industriels publics et même dans d'autres établissements dans les quartiers de reconquête républicaine et ailleurs.